Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui d'emblée sans perdre un instant on va parler de Avatar, de feu et de cendres parce que s'il y a bien un blockbuster que vous devez aller voir en salle, s'il y a bien un blockbuster à défendre, c'est bien celui de James Cameron. Oui, ses précédents films étaient incroyables, le premier Avatar, je ne m'en suis pas remis, je le revois régulièrement et il a mis une claque à tout le monde quand il est sorti. Le deuxième m'avait un peu déçu au niveau de son scénario, mais visuellement c'était toujours à la hauteur et il savait faire des scènes d'action comme personne. Et alors est-ce que ce film-ci allait être la rencontre avec le scénario que j'attendais et l'introspection, l'immersion que j'aime sur cette planète, les moments de lenteur avec les personnages pour qu'ils se construisent, se caractérisent, ou alors est-ce que ça allait être la continuité de tout ce que je n'avais pas aimé dans le second? Eh bien, ça a été une longue hésitation et je dois vous dire que avec mon ami Megan, on a beaucoup parlé de ce futur Avatar et de tout ce qu'on voulait voir, de tout ce qu'on espérait et des craintes qu'on avait parce qu'on en avait réellement beaucoup. Et je lui ai dit en début d'après-midi, avant que ma séance n'arrive, je lui ai dit on arrête. On arrête de se voiler la face, on arrête d'espérer quoi que ce soit et on laisse le spectacle arriver. Parce que je savais que quoi qu'il arrive, James Cameron, c'est pas un tâcheron, il allait faire du cinéma. Donc j'en ressors, j'ai vu ce film à la séance de 13h20 en IMAX 3D, c'était incroyable, c'était les meilleures conditions pour le voir. Et si vous devez voir ce film, déjà, vous devez le voir en 3D. Ça ne sert à rien de ne pas découvrir ce film dans les conditions dans lesquelles James Cameron l'a pensé. Parce que voir ce film-là sans la 3D, c'est lui enlever de sa superbe. Oui, James Cameron n'a pas son pareil pour écrire des histoires. Et là où j'avais des réticences face au deuxième film, le troisième film est venu accomplir tout ce que j'en attendais. C'est comme si on avait Terminator que tout le monde avait aimé et le Terminator 2 que tout le monde a vu et on a dit tiens il réinvente son premier film. Eh bien ça n'a pas été le cas pour moi avec le Avatar numéro 2 mais c'est le cas avec son Avatar numéro 3. Il était temps, il était grand temps d'entrer dans une phase où j'étais euh, en joie totale devant ce long métrage. Et j'ai passé 3h20 à me délecter de personnages que je n'aime pas au tout départ, comme Spider, comme j'ai beaucoup de mal avec Loak, comme j'avais beaucoup de mal avec Quaritch qui est revenu en avis. Voilà, il y avait beaucoup de choses et les enfants m'agaçaient au plus haut point. Les conneries des enfants du deuxième film, c'est des conneries toutes les 10 minutes qui amènent à se faire engueuler et Neytiri est mise de côté, beaucoup trop de côté, et elle est en retrait face à Jake qui prend toute la place. Et pour moi, Neytiri, c'est la force d'Avatar. On en parlait avec mon ami Vegan, on voulait plus de Neytiri, on voulait des révélations sur Kairi, on voulait plus d'Ewa, on voulait de l'immersion sur cette planète sans forcément de l'action et pouvoir voilà, ressentir cette planète. Et c'est le cas pendant 3h20. Et même quand il y a de l'action, elle n'est pas aussi imposante que dans son deuxième film. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas autant et qu'elle n'est pas aussi bien faite. Bien sûr que si. Je dis juste qu'elle est mise plus à disposition à certains moments. On va dire qu'elle ne prend pas tout le pas de l'intrigue. Et c'est là où, pour moi, il y a beaucoup de mieux. Et qu'on aille vers le peuple de l'air, qu'on aille également vers la nouvelle antagoniste, parce qu'enfin, on a une nouvelle antagoniste dans ce film. Le fait de revoir Quaritch dans le deuxième film avait alourdi l'intrigue, parce que c'était toujours le même antagoniste qu'on suivait. Ici, on a une nouvelle antagoniste avec des nouveaux enjeux et on suit ce personnage qui est terrorisant et qui est un incroyable ennemi. Et puis on a Quaritch qui arrive de son côté, qui avance parce que dans le deuxième film, il refaisait le parcours qu'avait eu Jake et c'était assez pénible parce que là où on avait appris dans le premier film que Jake devait apprendre à se sociabiliser, à faire un avec cette nature pour pouvoir être accepté, eh bien Quaritch y allait par la force et il arrivait au même résultat que Jake. Et donc ça m'énervait parce que c'était un contresens total avec ce que le premier film voulait raconter. Et ici, avec ce film-là, on avance. On avance. Fini l'intrigue où Quaritch doit faire sa place sur cette planète. Il l'a.
Fini les enfants qui font des conneries. C'est bon, ils sont acceptés par les peuples de l'eau. Donc on avance, toutes les cases sont mises en avant et on a ce nouvel antagoniste qui est là. Et avec ça, on a réellement de la terreur qui nous vient. Et je vous assure que ce qu'apporte cet antagoniste de feu et de cendre est un titre très bien trouvé, puisque cet antagoniste ne veut que la mort et la destruction sur son passage. Donc, je trouve réellement que le titre porte bien son nom, et c'est un aspect plus sombre qui nous est montré dans cet opus, mais à tous les niveaux. Déjà, ce film aussi passe beaucoup de temps à nous parler des erreurs de Jake dans le deuxième film, qui était quelque chose que je voyais beaucoup, mais je ne voyais jamais quelqu'un s'opposer à lui et ça m'énervait. Ici, le troisième film, c'est toutes les conséquences du deuxième. Il y a eu un mort, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, et faut l'accepter et on est en deuil. Et toute cette famille est en souffrance pendant tout le film. On n'est pas dans un Avengers ou dans un blockbuster où quelqu'un meurt et 10 minutes après on a oublié. Non, non, les conséquences de la mort d'un des fils va avoir de lourdes conséquences sur tout le long métrage, sur sa durée. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on prend le temps de respecter les personnages. Et là-dessus, moi, j'ai envie de dire que je suis comblé. Et en plus, je vous avoue qu'entre l'univers de l'eau et l'univers de la forêt, mon cœur penche beaucoup plus par l'univers de la forêt parce que dans un univers où les personnages sont bleus, si on les met dans un océan, eh bien, bleu sur bleu, il n'y a pas beaucoup de contrastes, de couleurs, de choses différentes à voir. À part ces créatures, bien sûr, qui viennent s'immerger à tout cela. Mais quand on est dans la forêt, on a déjà ces pas qui s'illuminent derrière nous, ces traces qu'on laisse, on a ces arbres, donc si on saute d'un endroit, on peut tomber sur des feuilles, on peut tomber sur des lianes, on peut marcher là, sur les lianes ou sur le terrain ferme. Il y a plusieurs possibilités et du coup, ça permet beaucoup plus ouais, c'est source de propositions, voilà. Et c'est pour ça que moi, je préfère tout de même quand on est en forêt. Et c'est ce que fait très bien ce film aussi, c'est qu'il partage le film entre moments dans l'univers du premier Avatar et des moments dans l'univers du second. Et là, moi, je suis comblé parce que j'ai eu tout ce que je voulais voir dans ce film. Les erreurs du passé ont été rectifiées et je pense que, honnêtement, en ayant vu ça, quand on m'apprend que ce film a coûté 450 millions de dollars, je suis même pas surpris. Je suis même pas surpris, je vais vous dire, c'est presque incroyable qu'il ait pu faire ça avec si peu. Et souvent, j'accuse les gens de dire, j'accuse les gens en disant, oui, bah, forcément, avec tout ce pognon, évidemment qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais là, ils créent tout de A à Z. Le sol, l'eau, la terre, la palpation, tout est fictif, tout est recréé. Et l'univers qu'il emploie, la démesure qu'il y amène, elle est monstrueuse. Et je vous assure qu'un film comme ça, c'est du pain béni. Et évidemment que pour le faire le 4e et 5e épisode, il lui faudrait une énergie décuplée et de l'argent en masse. Il faut que ce film aussi fasse un succès monstre, comme l'a fait le deuxième Avatar qui a dépassé les 2 milliards de dollars. Il faut que ce film arrive à les faire, puisque 450 millions de dollars à peu près pour ce film, ça veut dire qu'il doit tripler son chiffre pour être rentable. Ça veut dire déjà 1,5 milliard juste pour rentrer dans ses frais. Et ensuite, c'est de l'argent qu'on amasse. S'il ne fait pas aussi bien que le second, on risque d'avoir des surprises. Mais est-ce qu'on doit avoir ces épisodes 4 et 5 à l'avenir ? Bien évidemment que oui. Bien évidemment que oui. Après ce qu'on a vu là, on doit avoir ces épisodes-là. Vous vous rendez pas compte ? J'ai parlé de Avatar il y a quelques jours en disant que je préférais des films intimistes, français, auteurs, etc., plus que des films qui ont un lourd cahier des charges où on dit bon bah là il me faut une baston, là il me faut un moment creux, et où, à part faire ce qu'on nous demande, eh bien il n'y a plus de vie, il n'y a pas de petits moments off où on ressent une émotion particulière d'un personnage, etc. Donc moi je m'en fous éperdument, et je vous avais dit que je parlais peut-être à tort, parce que James Cameron est peut-être le seul à savoir faire des blockbusters qui savent encore vivre. La preuve, l'énergie et la magie qu'il opère sur ces 3 opus le prouvent encore. Et je dois dire que oui, on a impérativement besoin que James Cameron soit là jusqu'au bout. Les épisodes 4 et 5 sont impératifs, on doit les récupérer,
on veut plus d'Ewa encore. Les révélations sur Kairi, sur Ewa, sur tout ce que ça nous raconte de Quaritch. Il y a des choses très intéressantes qui sont dites dans des dialogues qui n'étaient pas présents dans le second. Il y a plein de choses où des fois je ne les voyais pas communiquer et je disais mais pourquoi ils ne se disent rien? Pourquoi on n'essaie pas de lui amener une réflexion? Et tout ça a été balayé pour de l'action, etc. Très bien, mais ici c'est pas le cas. Et Neytiri qui était effacée à part dans l'action, ici elle a du poids, elle a du cœur. Et les Tuk, ces baleines qu'on suivait, il y avait beaucoup, beaucoup de place pour eux. Aujourd'hui, ils sont installés, donc on continue ce récit-là, mais on avance. Et oui, il y a des redites. Oui, alors James Cameron s'amuse à dire qu'il a eu 4 ou 5 idées bonnes dans sa vie et qu'il ne fait que les recycler de film en film. C'est certain, c'est une évidence et c'est très drôle dit par lui. Mais quand on voit le deuxième film, la fin du deuxième film, c'est Titanic, c'est un bateau qui coule et une famille qui doit en sortir. Dans le troisième film, on revit ce moment-là, ce qui est assez incroyable. Et pareil, des fois, quand ils sont en mer, et vous savez, un monstre ils doivent se faufiler et échapper à un monstre, on l'a dans le premier. Dans le premier film, c'est sur la forêt. Dans le deuxième film, c'est sous l'eau. Et dans le troisième film, il refait la même scène, en plus courte, à un certain moment, sous l'eau également. Et il rejoue avec des codes qu'il a déjà amenés de ses précédents films. Et oui, le troisième film, du coup, rejoue la scène de Titanic du deuxième film pour en apporter autre chose. Mais j'aime beaucoup ça, moi. J'adore ça. Et quand on voit Abyss, quand on voit Terminator, quand on voit donc Avatar, quand on voit Alien, oui, il y a des codes de tous ces films-là. C'est vrai qu'il a recyclé, bien évidemment. Et dit par lui, c'est très drôle parce que tout de même, le cœur et l'énergie qu'il y met, non, il ne fait pas que recycler. Mais effectivement, ses codes et sa manière de travailler et son envie de l'océan, sa fascination pour celui-ci, elle crève l'écran dans tous ses films, hormis Avatar premier du nom. Donc moi, je suis tout de même content de revenir en forêt. C'est peut-être ce qui lui plaît le moins, mais c'est ce qui m'intéresse le plus. Pour les couleurs que ça apporte, pour le dynamisme à l'œil que l'on a. Mais au niveau visuel, vous avez le plus grand spectacle que vous puissiez avoir de tous les temps. Je ne sais pas comment le dire autrement. Avatar 3 est un visuel monstrueux, en plus d'avoir un scénario complexe. Là où le deuxième film était simpliste et une redite du deuxième, quand on me dit que celui-ci c'est lui la redite, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. En quoi le troisième film est une redite? Il avance sur plein de niveaux. Oui, il y a des phases, certes, le final avec Ewa, etc. Il y a beaucoup de choses qui reviennent du premier et du deuxième film, mais il en fait tout de même un minimum autre chose. Et il avance les cases. Il y a des choses qui bougent, des réflexions qui sont mises en place. Et on sait où va le quatrième ou cinquième film. On a des petites idées de comment cela va se passer. Mais vous ne pouvez pas dire que celui-ci, c'est la redite. Moi, pour le deuxième film, j'étais en colère qu'après 13 ans d'attente, on ait ce résultat-là au niveau du scénario. Pas visuel, au niveau du scénario. Que ce soit trop simple par rapport à tout ce qu'il avait déjà fait, par rapport à son bagage et ses scénarios toujours dantesques. Je m'attendais à du dantesque et j'ai eu moins que ça. Donc j'ai été déçu. Mais quand je vois ce troisième film, comment il avance et comment il répond et rebondit à ce qui s'est passé dans le deuxième film, c'est une parfaite continuité. Et ça, je dois dire bravo. Et ça s'est fait en 3 ans. Donc là où en 13 ans, je m'attendais à du lourd, très très lourd niveau scénario, en 3 ans, j'ai craint que ce soit la continuité de ce qui a été fait. Et en 3 ans, il a moins de temps pour écrire qu'en 13. C'est évident, c'est logique. Mais en fait, non. Il avait déjà tout en tête et ce qu'il fait de cette suite, c'est pour moi le vrai Avatar 2. On y est. Et je vous ai dit, la fraîcheur d'avoir un nouvel antagoniste, eh bien, ça apporte beaucoup de charme. On a donc encore ces personnages que j'adore. Il y a des personnages que j'aime éperdument, qui sont Kairi, qui sont Neytiri. Neytiri, c'est le plus beau personnage de Avatar. Ensuite, on a Tuk, que je trouve très drôle. À chaque fois qu'elle grimace et qu'elle est prête à attaquer, elle est trop mignonne. Moi, je fonds. Et puis après, tous les personnages que j'ai testés dans le 2, je me suis réconcilié avec eux parce qu'ils sont bien écrits et parce qu'on a une vraie envie
de faire avancer chacun de ces personnages. Et je vous ai dit, moi, la plus grosse erreur du deuxième film, c'est d'avoir effacé totalement Neytiri. Neytiri, elle n'existe pas dans le deuxième film. Elle est là pour l'action et elle est là pour, en second pour être en désaccord avec son mari ou qu'il la commande. Et ça me gonflait éperdument. À part le moment, à la fin, où elle perd son fils et où il lui demande de se ressaisir et qu'elle soit la guerrière qu'il connaît. Pour le reste, je ne la vois pas. Et le moment aussi, tout de même, quand sa fille vient la chercher et qu'elle est sous l'eau. Ça, c'est des très jolis moments de famille où je sens une connexion entre eux. Et il y en a plein ici dans ce film. Ça. Il y a plein de moments entre eux que je n'avais pas dans le deuxième film et qui pouvaient me faire hurler. J'ai eu tout ce que je voulais avec cet Avatar. Mais c'est de la générosité pendant 3h30 de film où tout a été créé. Où tout a été créé. Comment fait-il pour faire des projets comme ça? Comment fait-il? J'ai envie de vous dire, si vous n'allez pas voir ça, vous n'allez voir rien au cinéma. Si vous aimez le blockbuster et que vous ne vous sentez pas d'aller voir celui-ci, n'allez pas voir les autres en fait. Quel spectacle voulez-vous avoir de plus grand que ça? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis stupéfait. J'ai eu de la profondeur, j'ai eu de la mélancolie. J'ai pleuré à certains moments tellement je trouvais ça beau et tellement j'étais immergé et impressionné par ce qu'il était capable de faire, par sa fureur, pour son envie d'écologie toujours et ses messages toujours aussi justes. J'ai beaucoup ri. Voilà, j'ai passé un délicieux moment. Je ne sais pas comment vous le dire de plus, mais le spectacle est au diapason. Il y a une chose que je pourrais souligner et mettre de côté en disant que c'est un petit regret, c'est que le compositeur du premier film qui est mort, celui qui lui a succédé, a souligné les couleurs et les sonorités du premier sans jamais l'égaler. Donc il a fait une composition qui correspondait à ce que lui avait fait en essayant de pas trop l'entacher. Et il n'est pas allé plus loin que ça. Et avec un nouvel antagoniste, avec les nouvelles choses qui nous sont proposées ici, on aurait aimé que cela s'emballe pour peut-être des choses différentes et qui nous tapent à l'œil, vous voyez. Au niveau sonore, on aurait aimé être surpris aussi. Quand je vois par exemple Dune, premier du nom, et le second, mais la musique du second, elle est totalement différente du premier et elle l'amplifie, il y a une mélancolie, il y a une beauté, il y a une douceur dans cette musique, elle vous transporte. Et on aurait aimé peut-être casser les codes et amener autre chose de Avatar. Justement, il y a plein de couleurs différentes dans Avatar, il y a plein de planètes, il y a plein d'environnements différents. Eh bien, au niveau de sa sonorité, on peut aussi avoir des choses différentes. C'est là le petit remords que j'ai pour lui. Mais Avatar de feu et de cendre mériterait d'être un film déjà qui remporte énormément de prix. Il faut qu'il remporte des prix aux Oscars, c'est une certitude. Et il faut absolument qu'au box-office, il cartonne. Mais si ce film n'a pas le succès escompté, j'en voudrais éperdument aux téléspectateurs, aux spectateurs qui vont en salle ou qui ne sont pas allés en salle. Parce que ceux qui vont en salle, merci à eux. Ceux qui ne vont pas en salle voir ça, c'est criminel. Et ceux qui ne vont pas voir ce film en IMAX 3D, je comprends que ce soit cher, mais une fois. Si vous y allez une fois dans l'année, ce serait peut-être que pour celui-ci. Balayez tout le reste. Avatar 3D en IMAX, c'est la meilleure des façons de voir ce film. Avatar en 3D dans une salle normale, c'est déjà pas mal, mais vous n'avez pas l'immersion escomptée. Avatar dans les conditions dans lesquelles j'ai pu le voir, c'est comme ça qu'il faut découvrir ce film. C'était grandiose, c'était magique, c'était féerique. Je suis sans voix. Je vais retourner. J'ai vu Dune 2 plus de 4 fois et je pense que cet Avatar, je vais le ronger, le redécouvrir et redécouvrir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. Vous vous en doutez tout le temps à l'image. Et cette nouvelle antagoniste jouée par une petite fille de Charlie Chaplin, quelle classe tout de même. Ça donne un spectacle grandiose où il y a des petits défauts par-ci par-là, mais ils sont tellement étouffés et oubliés face à la masse,
face au charisme, face au poids de ce film, que vous ne pouvez que perdre la tête devant ce film et être bouche bée. Je pense que ce film aussi n'est absolument pas une redite, mais bien un nouveau commencement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve très vite pour parler de cinéma et de séries. L'année se termine et Avatar sera dans le top de l'année. Avatar sera en haut du podium. Cette année, c'était magique. Vous vous abonnez, vous likez, vous commentez et on se retrouve très vite.